durant ma dernière séance de chimio. Ma mère m'a regardé et a dit, « Nous avons fini de sacrifier nos vies pour toi. Ne nous appelle plus tes parents. » Puis ils sont sortis de ma chambre d'hôpital. Ils n'ont jamais su que j'avais retrouvé ma famille biologique 6 mois plus tôt. Je m'appelle Maya Brox. J'avais 31 ans, j'étais analyste principal en conformité d'entreprise, et la fille unique qu'Hélène et Richard Brox avaient élevée depuis l'âge de 2 semaines. L'après-midi de mon dernier traitement de chimiothérapie, ma mère s'est tenue à côté de mon fauteuil de perfusion, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Nous en avons fini de sacrifier nos vies pour toi. » Au début, j'ai cru que les médicaments m'avaient fait mal comprendre. La pompe à perfusion continuait son rythme régulier à mes côtés. Des infirmières traversaient le couloir lumineux devant ma chambre. Une cloche d'argent marquant la fin du traitement était suspendue au mur d'en face, attendant le moment que j'avais passé des mois à essayer d'atteindre. Mon père se tenait près de la porte, son manteau déjà boutonné. Il fixait le sol au lieu de la corriger. « Maman, c'est mon dernier traitement. Je sais exactement ce que c'est, a-t-elle dit. Mais tout tourne autour de toi depuis des mois. » J'ai regardé mon père. « Papa. » Ses yeux se sont levés brièvement, mais pas assez pour croiser les miens. Ma mère a récupéré son sac à main sur la chaise des visiteurs. « Ne nous appelle plus tes parents. » Puis elle est sortie. Mon père a hésité pendant peut-être 2 secondes. C'était assez long pour que je croie qu'il pourrait rester. Assez long pour que je l'imagine fermer la porte, revenir vers la chaise et me dire que ma mère avait parlé par épuisement plutôt que par vérité. Au lieu de cela, il l'a suivi. La porte s'est refermée derrière lui, laissant la chaise des visiteurs vide. Je n'ai pas pleuré immédiatement. J'ai observé le couloir à travers l'étroite fenêtre, m'attendant à voir l'un d'eux réapparaître. Mes doigts sont restés crispés sur le bord de la couverture d'hôpital tandis que la perfusion continuait comme si rien n'avait changé dans ma vie. Ils avaient déjà menacé de s'éloigner par le passé. Ils avaient coupé court à des appels téléphoniques, annulé des vacances et refusé de me parler chaque fois que je m'opposais à ma mère. Mais cette fois-ci était différente. Ils ne m'avaient jamais regardé en plein traitement contre le cancer pour me dire que je n'avais plus de parents. Mon téléphone a vibré à côté de ma main. Un message de Céleste Carter est apparu, « Nous nous sommes enregistrés à l'accueil. René et Noah sont ici avec moi. Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous attendrons en bas que tu sois prête. » Céleste était ma mère biologique. René était ma tante biologique. Noah était le demi-frère plus jeune dont j'avais appris l'existence tout récemment. Je les avais retrouvés 6 mois plus tôt, et Hélène et Richard n'en savaient rien. Ils ignoraient que ces 3 personnes avaient fait 2 heures de route pour assister à la fin de mon traitement. Ils ne savaient pas que leur nom avait déjà été ajouté à ma liste de visiteurs autorisés, et ils ne savaient certainement pas que Céleste était assise dans le hall même qu'ils s'apprêtaient à traverser. Ce qui s'est produit lorsque mes parents ont atteint ce hall allait changer définitivement nos 2 familles. Mais la décision la plus importante n'était pas celle que ma mère venait de prendre. C'était la décision que j'ai prise après son départ. Avant que je n'explique comment j'en suis arrivé à ce moment, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Si vous croyez que la famille doit se mesurer à la façon dont les gens se comportent quand la vie devient difficile, vous comprendrez pourquoi ce qui s'est passé ensuite était si crucial. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas immédiatement appelé mes parents pour les supplier de revenir, il faut remonter 8 mois en arrière, au matin où un médecin a posé un dossier devant moi, divisant ma vie entre tout ce qui s'était passé avant ce rendez-vous et tout ce qui allait suivre. Jusqu'alors, j'avais construit mon identité sur le fait d'être quelqu'un de fiable. En tant qu'analyste principal en conformité, j'étais payé pour remarquer les divergences que les autres ignoraient. J'examinais les dossiers, retraçais les décisions et posais des questions embarrassantes lorsque les faits ne concordaient pas. Au travail, l'incertitude éveillait ma curiosité. Au sein de ma famille, elle me réduisait au silence. Le diagnostic était un lymphome de Hodgkin classique de stade 2. Mon médecin m'a expliqué que j'aurais besoin de plusieurs mois de traitement, suivi d'examens d'imagerie et d'un suivi continu. J'entendais ces paroles, mais mon attention revenait sans cesse au dossier sur mes genoux. Ma mère a été la première personne que j'ai appelée. Elle est arrivée au Riverbank Cancer Center avant même que j'aie terminé mon entretien avec le coordinateur des traitements. Mon père est arrivé 20 minutes plus tard, muni d'un carnet, de 2 stylos et de l'expression qu'il arborait chaque fois qu'il voulait faire croire que tout problème pouvait être maîtrisé grâce à de l'organisation.
Ma mère m'a serré dans ses bras dans le couloir. Puis, presque immédiatement, elle a commencé à prendre des décisions. Elle voulait des copies de mes rendez-vous. Elle voulait le nom de chaque médecin. Elle voulait un accès au portail en ligne des patients. Dès le soir même, elle avait créé un groupe de discussion familiale et annoncé qu'elle et mon père allaient gérer mon parcours. Je comprenais pourquoi les autres y voyaient du dévouement. Hélène savait comment donner au contrôle l'apparence de la bienveillance. Elle avait été directrice d'école primaire avant de prendre sa retraite, et elle portait l'autorité comme si c'était un vêtement. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, les gens s'attendaient à recevoir des instructions. Mon père, un comptable effacé, contestait rarement ses conclusions. J'avais pris le même pli. Mes parents m'avaient adopté quand j'avais 2 semaines. En grandissant, j'entendais cette histoire lors des anniversaires, des fêtes, des cérémonies scolaires et à chaque fois que ma mère estimait que je ne me montrais pas assez reconnaissante. Ils m'avaient choisi. Ils m'avaient donné de la stabilité. Ils s'étaient sacrifiés pour faire de moi leur fille. Personne n'avait besoin de dire que je leur devais quelque chose. Cette dette était sous-entendue à chaque récit. À 9 ans, quand j'ai demandé si ma mère biologique avait déjà écrit, Hélène s'est murée dans le silence pour le reste de la soirée. Le lendemain matin, mon père m'a dit que j'avais blessé ses sentiments. Quand j'ai posé la question à nouveau à 14 ans, ma mère m'a dit que la femme qui m'avait mise au monde n'était jamais revenue à l'agence. Elle avait fait son choix. Hélène m'a dit, nous sommes ceux qui sont restés. Après cela, j'ai cessé de demander. Les premières semaines qui ont suivi mon diagnostic ont rendu les vieilles règles familiales encore plus rigides. Mon père m'a conduite à plusieurs rendez-vous. Ma mère m'apportait de la nourriture que j'avais rarement envie de manger et envoyait des comptes rendus détaillés à la famille. Chaque message mentionnait l'heure à laquelle elle s'était réveillée, les projets qu'elle avait annulés ou le nombre d'heures qu'elle avait passées à l'hôpital. Dès que quelqu'un la félicitait, elle me transférait le message. Je la remerciais à chaque fois. Je remerciais mon père de m'avoir conduite même quand j'avais déjà organisé mon propre transport. Je m'excusais chaque fois qu'un rendez-vous prenait du retard. Je les rassurais en leur disant que je comprenais à quel point ma maladie était difficile pour eux. Ils m'ont bel et bien aidé. C'est ce qui rendait la vérité difficile à cerner. Leur aide était réelle. Tout comme la facture qui l'accompagnait. Je vivais dans mon propre appartement. My employeur me fournissait une assurance et un congé médical. Je gérais mes dépenses et communiquais directement avec mon équipe médicale. Pourtant, ma mère parlait comme si mon traitement lui avait transféré la propriété de ma vie. Si je refusais une visite impromptue, je la rejetais. Si j'allais à un rendez-vous seul, je faisais des cachotteries. Si je lui demandais de ne pas publier de compte-rendu, j'avais honte de la famille qui me soutenait. Je me répétais que c'était la peur. Le cancer faisait peur à tout le monde, et ma mère gérait sa peur en contrôlant tout ce qui était à sa portée. Cette explication a tenu jusqu'à ce que ma coordinatrice de soins me remette un questionnaire sur mes antécédents médicaux. La première page portait sur les maladies cardiaques, les troubles sanguins, les diagnostics de cancer et d'autres schémas de santé chez mes parents biologiques. Chaque case était vide. Tessa Morgan, l'une des infirmières principales en perfusion de Riverbank, m'a vu le fixer. « Avez-vous accès aux antécédents médicaux de votre famille biologique » a-t-elle demandé. « Non. » « Vos dossiers d'adoption sont-ils accessibles » Mes parents ont dit qu'il n'y avait rien d'utile dedans. Tessa ne les a pas critiqués. Elle m'a simplement expliqué qu'en tant qu'adopté adulte, je pouvais peut-être demander des informations actualisées auprès de l'organisation qui conservait les archives de l'ancienne agence. Ce soir-là, j'ai rapporté le questionnaire chez moi. Je l'ai posé sur la table de ma cuisine sous la lumière blanche du plafonnier et j'ai relu chaque question restée sans réponse. Pendant 31 ans, j'avais accepté ce vide comme faisant partie de ma vie. Hélène m'avait dit qu'il n'y avait rien à trouver parce que ma mère biologique avait disparu. Mais à présent, ces informations manquantes touchaient à plus que de la simple curiosité. Elles affectaient ma santé et ma capacité à comprendre mon propre corps. Au travail, je n'aurais jamais accepté une affirmation importante sans en vérifier les dossiers sous-jacents. Au sein de ma famille, j'en avais accepté une pendant des décennies. J'ai regardé la ligne vide intitulée « Antécédents médicaux de la famille biologique » et j'ai senti la première fissure apparaître dans une histoire qu'il ne m'avait jamais été permis de remettre en question. Pour la première fois, je me suis demandé si ces informations étaient réellement indisponibles ou si quelqu'un avait simplement décidé que je ne devais jamais les recevoir.
Le lendemain matin, j'ai recherché l'organisation qui avait hérité des archives de l'agence d'adoption qui s'était occupée de mon placement. La procédure a été plus lente que prévu. J'ai fourni une pièce d'identité, une preuve d'âge, une demande d'information médicale et un formulaire de consentement autorisant l'agence à contacter tout parent biologique ayant déjà donné son accord pour communiquer. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille. Hélène aurait pris cette recherche pour une accusation. Richard m'aurait conseillé d'attendre la fin des traitements, sa façon habituelle de me demander d'abandonner un projet sans me le dire directement. 2 semaines ont passé. Pendant ce temps, ma mère m'a accompagné à un autre rendez-vous et a passé la majeure partie du temps à répondre aux messages dans le groupe de discussion de la famille. Dès que quelqu'un la félicitait pour sa présence, elle penchait son téléphone vers moi. Ta tante dit qu'elle ne sait pas comment nous arrivons à gérer tout cela. C'était moi qui recevais le traitement, mais je comprenais très bien ce que ma mère attendait. J'ai de la chance de vous avoir, ai-je dit, et ses épaules se sont détendues. C'est ainsi que fonctionnait notre relation. Elle offrait son soutien et je confirmais que ce soutien la rendait extraordinaire. 3 jours plus tard, un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone alors que je travaillais depuis chez moi. La femme à l'autre bout du fil s'est présentée comme coordinatrice des dossiers. Elle a vérifié mon identité, a expliqué que l'agence d'origine avait fermé, puis a marqué une pause. Nous avons localisé votre dossier, a-t-elle dit. Je me suis redressé sur ma chaise. Contient-il des informations médicales? Oui, il y a plusieurs mises à jour. De quand date-t-elle? La plus récente a été soumise l'année dernière. J'ai regardé le questionnaire vide toujours posé à côté de mon ordinateur portable. Ce n'est pas possible. Mes parents m'ont dit qu'il n'y avait plus eu aucun contact depuis mon enfance. La coordinatrice m'a expliqué avec précaution que les dossiers contenaient des mises à jour régulières de ma mère biologique. Plus important encore, cette femme avait maintenu son adresse et son numéro de téléphone à jour, et avait signé un consentement permanent m'autorisant à la contacter dès que je serais majeur. Ma mère biologique n'avait pas disparu. Elle s'était rendue joignable. La coordinatrice ne pouvait pas détailler chaque document par téléphone, mais elle m'a confirmé le nom que l'on ne m'avait jamais révélé, Céleste Carter. Après cet appel, je suis resté assise en silence tandis que ces informations s'installaient en moi. Au travail, les anomalies avaient généralement des explications ordinaires, un formulaire périmé, une saisie erronée, une procédure mal comprise. Au sein de ma famille, cette divergence remontait à des décennies. Peut-être qu'Hélène n'avait jamais su que les dossiers étaient mis à jour. Peut-être que l'agence avait omis de l'en informer. Peut-être qu'une décision administrative avait été prise après mon adoption. J'ai échafaudé toutes les explications possibles, sauf celle qui m'effrayait le plus, que ma mère ait été au courant. L'agence m'a envoyé un premier dossier via un portail sécurisé. Il contenait des informations médicales familiales non nominatives ainsi qu'un historique indiquant les dates des mises à jour. Céleste avait fourni des informations à plusieurs reprises. Les contributions s'étaient poursuivies bien après la date à laquelle Hélène m'avait assuré qu'elle avait disparu. J'ai lu cette chronologie jusqu'à ce que les dates se brouillent sous mes yeux. Puis j'ai ouvert le formulaire de consentement de contact. Tout en bas se trouvait une question me demandant si j'autorisais l'agence à transmettre mon adresse email à Céleste. Ma main est restée suspendue au-dessus de l'écran. Rechercher des informations était une chose. Laisser entrer une autre personne dans ma vie en était une autre. J'avais un cancer, des mois de traitement devant moi, et des parents qui considéraient toute curiosité sur mes origines comme un acte de trahison. Mais les dossiers avaient déjà établi une vérité, quelqu'un avait gardé la porte ouverte. J'ai signé et j'ai cliqué sur envoyer. Le premier message de Céleste est arrivé 4 jours plus tard. Elle ne s'est pas proclamée ma mère. Elle n'a pas dit qu'elle avait attendu chaque jour de sa vie ni prétendu que le destin nous avait réunis. Elle s'est présentée, a reconnu que je ne souhaitais peut-être que des informations médicales et a promis de respecter le niveau de contact que je choisirais. Sa retenue m'a inspiré plus de confiance qu'une déclaration larmoyante ne l'aurait fait. J'ai répondu en posant 3 questions sur la santé de la famille. Elle a répondu aux 3 avant même d'évoquer quoi que ce soit de personnel. Au cours de la semaine suivante, nos échanges sont restés prudents. Céleste m'a dit qu'elle avait 51 ans et qu'elle dirigeait une succursale de bibliothèque publique. Elle m'a expliqué qu'elle avait 20 ans à ma naissance, qu'elle vivait dans un logement précaire et disposait de faibles revenus. Elle pensait que l'adoption semi-ouverte m'apporterait de la stabilité tout en lui permettant d'envoyer des lettres et des informations actualisées par le biais de l'agence.
Je lui ai posé la question que je portais en moi depuis l'enfance, pourquoi as-tu cessé de me contacter? Sa réponse est arrivée le lendemain soir. Elle n'avait pas cessé. Quand j'avais 7 ans, l'agence l'avait informé que les préférences de communication de ma famille adoptive avaient changé. Les nouvelles directes n'étaient plus acceptées, mais Céleste avait continué à soumettre des informations médicales et à tenir ses coordonnées à jour au cas où j'entreprendrais un jour des recherches. Elle n'a pas accusé Hélène. Elle n'a pas fait de suppositions. Elle m'a exposé les faits et m'a laissé décider de leur signification. J'ai relu son message plusieurs fois avant de répondre. Une semaine plus tard, nous avons organisé un appel vidéo. J'ai installé mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. Pendant 10 minutes, j'ai ajusté l'angle, déplacé une pile de courriers et envisagé d'annuler. Puis l'écran a changé. Céleste est apparue dans un bureau calme bordé de livres. Elle semblait aussi nerveuse que moi. « Bonjour, Maya. » Entendre mon nom prononcé par sa voix m'a touché plus que je ne l'aurais cru. « Bonjour, Céleste. » Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas transformé cet appel en mélodrame. Elle m'a demandé si je me sentais à l'aise pour continuer, et quand j'ai dit oui, elle a poussé un soupir de soulagement. Nous avons d'abord parlé de mon diagnostic. Elle avait déjà rédigé un historique familial complet et a proposé de l'envoyer directement à ma coordinatrice de soins. Ce n'est qu'après cela que nous avons parlé de l'adoption. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose », a-t-elle dit. « Je n'attends aucun titre de ta part. » J'ai baissé les yeux. « Tu as déjà des parents ?» a-t-elle poursuivi. « Quoi qu'il se passe entre nous, cela doit être ta décision. » Le mot aux parents a provoqué un pincement dans ma poitrine. « Ils m'ont dit que tu n'étais jamais revenu. » Céleste est restée immobile. « Je suis désolé que ce soit ce qu'on t'ait dit. » Est-ce vrai? Non. La réponse fut douce, mais elle a balayé un mensonge colossal. Elle m'a expliqué qu'elle avait envoyé des lettres annuelles par l'intermédiaire de l'agence tout au long de mon enfance. Certaines contenaient des photos et des nouvelles de son travail. Plus tard, elle y avait ajouté des détails concernant René, sa sœur aînée, et Noah, le fils qu'elle avait eu des années après mon adoption. « As-tu jamais demandé à me récupérer? » Non, a dit Céleste. J'avais établi un projet d'adoption. Tenter de perturber ton foyer n'aurait pas été juste pour toi. Je voulais seulement que tu saches que je me souvenais de toi. Pendant la majeure partie de ma vie, Hélène m'avait présenté 2 seules options, soit je restais loyal aux parents qui étaient restés, soit je poursuivais une personne qui m'avait abandonné. L'explication de Céleste introduisait une 3e possibilité. L'adoption avait été réelle. Sa décision avait été réelle. Tout comme le lien qu'elle avait tenté de préserver. Avant de raccrocher, Céleste m'a demandé si elle pouvait m'envoyer une photo de l'année de ma naissance. J'ai accepté. L'image est arrivée quelques minutes plus tard. Céleste y était assise près d'une fenêtre d'hôpital, une couverture pliée sur ses genoux. Son visage trahissait l'épuisement et la tristesse, mais elle regardait le petit paquet dans ses bras avec une tendresse infinie. Au dos de la photo numérisée, elle avait écrit une date et ces quelques mots, « Pour Maya, si jamais elle vient chercher. » Pour la première fois, je comprenais que le fait d'être confié à l'adoption et celui d'être oublié n'étaient pas la même chose. Céleste et moi avons continué à nous parler une fois par semaine. Elle ne me contactait jamais sans me demander la permission au préalable. Si je mettais plusieurs jours à répondre à un message, elle n'en renvoyait pas un autre pour exiger des explications. Cela seul me semblait inhabituel. Hélène interprétait le silence comme de la désobéissance. Céleste le traitait comme un espace de liberté. Au bout de 6 semaines, nous avons convenu de nous rencontrer dans un café tranquille, à mi-chemin entre nos 2 villes. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table près de la fenêtre. Quand Céleste est entrée, elle m'a reconnu immédiatement, mais s'est arrêtée à quelques pas. « Est-ce que je peux te serrer dans mes bras ?» Cette question a failli me faire perdre contenance. Personne dans ma famille ne demandait mon avis avant de décider de la proximité que je leur devais. J'ai acquiescé d'un signe de tête. L'étreinte n'a duré que le temps que je lui ai accordé. Pendant le déjeuner, Céleste a répondu à mes questions sans farder son passé. Elle a avoué qu'elle avait eu peur que je la déteste. Elle a admis qu'il y avait eu des années où elle s'était persuadée que rester à l'écart était le choix le plus respectueux, même si une partie de ce silence lui avait été imposée par l'agence. Elle m'a également posé des questions sur ma vie,
sans prétendre me connaître d'avance. Je lui ai parlé de mon travail, de l'appartement que j'avais acheté après ma première promotion, et de ma façon d'organiser mes livres par sujet plutôt que par couleur. Elle a souri. Ce dernier point est peut-être de famille. C'était une petite plaisanterie, mais elle a permis de dissiper une partie de la tension autour de la table. Nous nous sommes vus une deuxième fois 3 semaines plus tard. Cette fois, René et Noah se sont joints à nous. René était direct, mais attentionné. Elle m'a raconté qu'elle avait aidé Céleste à remplir les papiers d'adoption d'origine et qu'elle n'avait jamais oublié le jour de ma naissance. Noah semblait terrifié à l'idée de dire une bêtise. J'avais préparé plusieurs formules de salutation normales, a-t-il avoué, mais elles m'ont toutes paru bizarres une fois arrivé ici. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Ce fut le début de ma relation avec mon frère. Pas une déclaration théâtrale, mais une phrase maladroite qui nous donnait à tous deux la permission d'être simplement humains. Il n'avait pas apporté de cadeaux coûteux. René avait copié plusieurs photos de famille en inscrivant le nom de chacun au verso. Noah m'a donné son numéro, tout en précisant bien que je n'étais pas obligé de m'en servir. À la fin de la rencontre, ils m'ont laissé partir en premier. Personne n'a demandé quand j'appellerais de nouveau. Personne n'a exigé de preuve que cette journée avait compté autant pour moi que pour eux. Ce contraste m'a accompagné sur le chemin du retour. Hélène définissait toujours l'amour à travers des efforts dont elle exigeait la reconnaissance. Céleste, René et Noah offraient de l'attention sans présenter immédiatement l'addition. Je refusais pourtant de les idéaliser. 2 rencontres ne pouvaient effacer 31 ans d'absence. La biologie ne garantissait pas la sécurité, pas plus que l'adoption ne garantissait la pérennité. Biologiquement parlant, rien ne garantit la sécurité d'une relation, mais il m'offrait une chose que mes parents m'accordaient rarement, la liberté de décider. À mesure que le traitement se poursuivait, la distance entre Hélène et moi se faisait plus visible. Elle assistait toujours au rendez-vous, mais son soutien s'accompagnait de commentaires de plus en plus fréquents sur ce que ma maladie lui coûtait. Elle avait manqué un déjeuner de départ à la retraite. Elle avait annulé un week-end entre amis. Elle avait passé des heures à chercher des informations sur les traitements que je n'avais jamais demandés. Mon père restait plus silencieux, mais il soutenait sa version des faits. « Tu sais, ta mère subit beaucoup de pression », me disait-il chaque fois que je protestais. Personne ne se demandait quel genre de pression je subissais, moi. Céleste, elle, le faisait. Après chaque traitement, elle m'envoyait un message pour me demander si je voulais de la compagnie au téléphone. Parfois je répondais, parfois je dormais. Elle acceptait les deux. René m'a envoyé par courrier un dossier contenant les informations médicales familiales bien organisées. Noah m'envoyait de temps en temps des photos de choses ordinaires, une étagère mal réparée, un repas qu'il avait essayé de cuisiner, une exposition de bibliothèque que Céleste l'avait forcé à l'aider à monter. Leur présence est devenue normale, petit à petit. J'ai tout caché à Hélène. Lors d'un rendez-vous, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Noah alors que ma mère était assise à côté de moi. J'ai retourné l'appareil face contre table avant qu'elle ne puisse lire le message. Elle l'a remarqué. Qui te contacte sans arrêt? Quelqu'un du travail. Tu es censé te reposer. C'est juste un message. Elle m'a observé pendant plusieurs secondes. Tu te montres bien secrète ces derniers temps. L'accusation était plus virulente que la situation ne le justifiait. J'ai ressenti ce besoin familier de me confesser simplement parce qu'elle avait décrété que j'étais coupable de quelque chose. Au lieu de cela, j'ai dit, j'ai le droit d'avoir des conversations privées. Son expression a changé. Avant mon diagnostic, je n'aurais jamais répondu ainsi. La famille de Céleste ne m'avait pas appris à défier Hélène. Il m'avait simplement montré qu'une limite pouvait être posée sans pour autant devenir une punition. Ma mère en ressentait la différence, même sans en connaître l'origine. À l'approche de ma dernière perfusion, Hélène a commencé à planifier ce qu'elle appelait « notre journée de fin de traitement ». Elle voulait des photos à côté de la cloche d'argent. Elle voulait publier un long message sur ce que notre famille avait surmonté. Elle m'a également rappelé qu'elle et mon père prévoyaient de partir l'après-midi même pour un week-end d'anniversaire de mariage. Ils l'avaient déjà reporté une fois. Si ton rendez-vous commence à l'heure, nous pourrons tout de même partir pour 13 heures, a-t-elle dit. Les horaires de traitement fluctuent. Alors assure-toi qu'ils sachent que nous devons être quelque part. Je l'ai dévisagé.
L'ancienne version de moi aurait promis de régler un problème d'horaire que je ne contrôlais pas. Au lieu de cela, j'ai dit, la clinique ne va pas caler mon traitement sur votre réservation d'hôtel. Elle a pincé les lèvres. Mon père est intervenu avant qu'elle ne réponde, ne créons pas de problème avant qu'il n'y en ait un. En vérité, le problème existait déjà. Mon dernier traitement était censé marquer la fin de mois d'incertitude. Hélène l'avait transformé en un énième test pour voir si je faisais passer ses projets avant mes propres besoins. Ce soir-là, Céleste m'a demandé si j'avais décidé de qui m'accompagnerait à la fin de la perfusion. J'ai regardé son message pendant quelques minutes. Puis j'ai ouvert le portail des visiteurs de Riverban. L'établissement autorisait 2 visiteurs à la fois dans la zone de perfusion. J'ai programmé Hélène et Richard pour le matin, car ils avaient été présents tout au long du traitement. J'ai ensuite ajouté Céleste, René et Noah pour l'après-midi, sachant qu'ils pourraient se relayer si besoin. Ce n'était pas une tentative de remplacer qui que ce soit. Je voulais que les personnes qui m'avaient soutenu soient témoins de cette étape importante. Je voulais aussi, pour un jour, que ni l'une ni l'autre de ces familles n'ait à rester secrète. J'ai tout de même organisé des horaires de visite distincts, car je ne pouvais imaginer le dire à Hélène à l'avance. Tessa a vérifié la liste lors de mon rendez-vous suivant. C'est vous qui contrôlez les entrées, m'a-t-elle rappelé. Si vous changez d'avis à un moment ou à un autre, dites-le nous. Je l'ai remercié. Puis j'ai invité Céleste. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, ce serait un honneur pour nous de venir. Si cette journée devient trop pesante, nous partirons sans que tu aies à te justifier. J'ai relu cette phrase 2 fois. Hélène aurait interprété une invitation annulée comme une humiliation. Céleste précisait clairement que mon confort importait plus que ses attentes. René a organisé le trajet en voiture. Noah a adapté ses horaires de travail. Il prévoyait d'arriver peu avant 13h et d'attendre en bas jusqu'à ce que Riverban les contacte. Cette organisation aurait dû éviter toute rencontre. Mes parents comptaient partir pour 13h. Ma famille biologique devait arriver au moment de leur départ, mais les horaires d'hôpital ne sont jamais exacts et le risque que les 2 groupes se croisent subsistait. Chaque fois que je l'imaginais, je me sentais malade de culpabilité, non pas parce que je pensais faire quelque chose de mal, mais parce qu'Hélène m'avait habitué à percevoir sa colère comme la preuve de mes propres torts. J'ai envisagé d'annuler la visite. Puis Céleste m'a envoyé le document actualisé sur les antécédents médicaux qu'elle avait préparé pour mon médecin. La première page comprenait une note expliquant qu'elle avait séparé les informations confirmées de tout élément incertain pour que l'équipe médicale ne se base pas sur des suppositions. Elle avait passé des heures à préparer un dossier crucial et ne demandait aucune reconnaissance en retour. J'ai laissé son nom sur la liste des visiteurs. Pour une fois, je n'allais pas protéger ma mère d'une vérité en me privant de soutien. 3 jours avant la dernière perfusion, Hélène a appelé pour revoir le planning. « Nous viendrons te chercher à 7h, a-t-elle dit. Ton rendez-vous est à 8h, et l'infirmière nous a dit que la perfusion devrait être terminée avant midi. C'est une estimation, ai-je précisé. Notre hôtel ne conservera pas la réservation après 16h. Alors toi et papa pourrez partir quand vous le devrez. Un silence s'est installé. Tu veux que nous t'abandonnions pour ton dernier traitement? L'ironie était si cinglante que j'ai failli rire, mais son ton m'a averti de n'en rien faire. Je dis simplement que je ne serai pas fâché si vous devez partir. Après tout ce que nous avons fait, tu devrais vouloir que nous soyons là. C'est le cas. C'est juste que je ne contrôle pas la durée du traitement. Ma mère a soupiré comme si je le faisais exprès. Ton père et moi avons mis nos vies entre parenthèses pendant des mois. Un jour, Maya, nous te demandons de nous faciliter la tâche pour un seul jour. Je ne lui ai pas rappelé que cette journée était censée être consacrée à ma guérison de la chimiothérapie. Mon père a appelé plus tard. Ta mère se sent dévalorisée. Je reçois un traitement contre le cancer, papa. Je ne peux pas garantir l'heure de fin. Personne ne te demande de garantir quoi que ce soit. Essaie juste de ne pas être difficile. Aucune réponse ne lui aurait permis de prendre conscience de ce qu'il venait de dire. La veille du rendez-vous, j'ai rassemblé ma pièce d'identité, la liste de mes médicaments et les informations sur les visiteurs dans un dossier. Ma fiche de contact d'urgence indiquait toujours Hélène en premier et Richard en second. J'ai fixé ces noms plus longtemps que de raison. Malgré tous nos conflits, une partie de moi croyait encore que les parents étaient éternels. Ils pouvaient se mettre en colère, retirer leur affection ou me punir par le silence, mais au bout du compte,
le mot famille finirait toujours par les ramener. Céleste m'a envoyé un dernier message, nous nous enregistrerons en bas et nous attendrons. Demain est ta journée. J'ai éteint mon téléphone et j'ai essayé de dormir. Au matin, j'avais moins peur du traitement lui-même que de la venue de tout le monde. Hélène et Richard sont arrivés chez moi à 7 heures pile. Ma mère tenait un ballon et un sac cadeau prévu pour la photo qu'elle comptait partager plus tard. Mon père a chargé mon dossier médical dans la voiture et a regardé sa montre à 2 reprises avant que nous n'atteignions Riverbank. Dans le centre de perfusion, Hélène a demandé à Tessa quand j'en aurais fini. Tessa a expliqué que les analyses de laboratoire et la préparation par la pharmacie pouvaient influer sur le planning, mais a donné une estimation. Hélène a insisté. Une approximation est tout ce que nous pouvons vous proposer, a dit Tessa. Ma mère a souri poliment, mais les muscles autour de sa bouche se sont crispés. La chaise des visiteurs à côté de moi était celle dont j'ai parlé au tout début. Hélène y a posé son sac à main pendant que mon père se tenait près de la fenêtre pour répondre à des messages. Durant la première heure, tout est resté calme. Ma mère a pris des photos du ballon à côté de la cloche d'argent. Elle a demandé à Tessa de nous prendre tous les 3 en photo avant le début du traitement. J'ai refusé. Je ne veux pas encore de photos. Mais c'est la dernière séance. Je sais. Sa déception est devenue visible, mais elle n'a rien dit. C'est alors que la clinique nous a informé que la perfusion commencerait plus tard que prévu. Il s'agissait d'un retard classique, pas d'une urgence, mais cela repoussait l'heure de fin estimée au milieu de l'après-midi. Hélène a immédiatement téléphoné à l'hôtel. Mon père s'est rendu dans le couloir et en est revenu avec cet air fermé qu'il prenait chaque fois qu'il s'était déjà rangé de son côté. Ils vont annuler la chambre si nous arrivons trop tard, a-t-il dit. Partez quand vous devez le faire, ai-je répondu. Hélène m'a fixé. Et laissé tout le monde penser que nous t'avons abandonné pour ton dernier traitement. Il ne s'agit pas de ce que pensent les autres. Facile à dire pour toi. Tessa est entrée pour vérifier la perfusion et a senti la tension. Elle a demandé si je voulais quelques minutes de calme. Ma mère a répondu avant moi, tout va bien. J'ai regardé Tessa, quelques minutes me feraient du bien. Le visage d'Hélène s'est à nouveau empourpré. Tessa a demandé à mes parents d'attendre dans l'espace famille pendant qu'elle terminait la préparation. Ma mère a saisi son sac à main d'un geste sec et est sortie sans un mot. Une fois sa tâche accomplie, Tessa a baissé d'un ton, vous pouvez modifier votre liste de visiteurs à tout moment. Je sais. Vous vous sentez en sécurité pour continuer? Oui. Cette réponse était vraie. Mes parents ne menaçaient pas ma sécurité physique. Ils menaçaient quelque chose de plus ancien, la croyance selon laquelle je ne pouvais rester leur fille qu'à la condition de leur être commode. Lorsqu'ils sont revenus, Hélène ne s'est pas rassise. Elle est restée debout à côté de la chaise vide, son manteau sur le bras. Nous devons partir pour 13h30, a-t-elle dit. Dis-leur que tu finiras sans nous. Je vous ai déjà dit que vous pouviez partir. Ce n'est pas la question. Alors, quelle est la question? Ses yeux se sont rétrécis. La dispute ne tournait plus autour de l'hôtel. Il s'agissait de savoir si j'allais m'excuser de recevoir des soins selon un calendrier qu'elle ne pouvait régenter. Mon père a tenté d'apaiser les esprits, Maya, dis juste à ta mère que tu apprécies sa présence ici. Je vous ai remerciés tous les deux pendant des mois. Hélène a croisé les bras, ce n'est pas ce qu'il a demandé. Je les ai regardés l'un après l'autre. La pompe de perfusion continuait de tourner à mes côtés. La cloche de fin de traitement était toujours visible par l'embrasure de la porte ouverte. Tout ce pourquoi j'avais lutté se réalisait enfin. Pourtant, mes parents avaient réduit cette journée à une énième exigence de gratitude. J'apprécie l'aide que vous m'avez apportée, ai-je dit avec précaution. Le visage d'Hélène s'est durci. Elle a commencé à énumérer les rendez-vous auxquels elle s'était rendue, les projets qu'elle avait annulés et les heures qu'elle avait passées à s'inquiéter. Quand je lui ai rappelé que j'avais géré mes dépenses, mon transport et mes choix médicaux par moi-même, elle a réagi comme si l'indépendance en soi était une insulte. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit. Tu prends tout ce que nous te donnons et ensuite tu agis comme si tu avais tout fait toute seule. Je n'ai jamais dit que j'avais tout fait toute seule. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Mon père m'a ordonné de cesser de discuter. C'est à cet instant précis que j'ai compris qu'il n'était pas intervenu pour me protéger. Il était là pour me faire capituler assez vite afin de préserver leur projet de week-end.
C'est alors que ma mère a prononcé les mots que vous avez entendus au début. Elle a dit qu'ils en avaient fini de sacrifier leur vie pour moi. Elle m'a retiré le titre de parent qu'elle avait passé 31 ans à me répéter que j'avais de la chance d'avoir. Mon père ne s'est pas opposé à elle. Il a boutonné son manteau. Je lui ai demandé une fois s'il s'en allait vraiment. Il a regardé vers le couloir et a dit « Tu es allé trop loin avec elle ». Puis il l'a suivi dehors. La porte s'est refermée. Pendant plusieurs secondes, je n'ai rien entendu d'autre que les appareils à côté de moi. J'avais imaginé de nombreuses versions de mon dernier jour de traitement. Certaines incluaient du soulagement. D'autres, de la peur face aux examens d'imagerie qui allaient suivre. Aucune n'envisageait de voir mes deux parents s'en aller parce que je refusais de m'excuser d'être malade. Tessa est revenue et a trouvé la chaise des visiteurs vide. Elle ne m'a pas demandé de me justifier ni d'expliquer ce qui s'était passé. Elle s'est assurée que je souhaitais poursuivre le traitement et m'a proposé de contacter un membre de l'équipe d'accompagnement de Riverbank. J'ai besoin d'une minute, ai-je dit. Elle a acquiescé et m'a laissé seul. Mon premier réflexe a été d'appeler mon père. Je m'imaginais lui dire que j'étais désolé, même si je ne savais pas de quoi je m'excusais. J'imaginais lui demander de revenir seul. J'imaginais promettre à ma mère que personne ne saurait jamais ce qu'elle avait dit. Cet instinct ne venait pas de l'amour. Il venait d'un conditionnement. Pendant des années, chaque mise à l'écart s'était terminée quand j'acceptais de porter la responsabilité du conflit. Ma mère menaçait de s'éloigner, je rétablissais le lien en me soumettant. Mon téléphone a vibré. Le message de Céleste était toujours affiché à l'écran, nous nous sommes enregistrés. René et Noah sont ici avec moi. Prends tout le temps dont tu as besoin. 3 personnes attendaient en bas qu'on leur donne la permission de me soutenir. 2 personnes venaient de partir en s'attendant à ce que je cours après elles. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de 2 événements distincts. Ils représentaient 2 définitions de la famille totalement opposées. Tessa est revenue quelques minutes plus tard. Souhaitez-vous que je contacte vos prochains visiteurs? J'ai regardé la chaise vide. Oui. Et vos parents? La question m'a serré le cœur. Retirez-les de la liste. Tessa ne m'a pas félicité et n'a pas traité cette décision comme une vengeance. Elle a enregistré ma demande et a mis à jour le système informatique. L'hôpital ne choisissait pas une famille plutôt qu'une autre. C'était moi qui le faisais. Mon téléphone a sonné avant que Céleste n'arrive à l'étage de perfusion. Le nom d'Hélène est apparu à l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai réalisé que la rencontre dans le hall d'accueil avait déjà dû avoir lieu. J'ai pris l'appel. Qui sont ces gens, a exigé ma mère. Sa voix était si forte que je pouvais deviner le grand espace autour d'elle. Quels gens? Une femme nommée Céleste Carter est en bas et demande à te voir. J'ai fermé les yeux. Hélène se souvenait du nom. Elle avait prétendu pendant des années que Céleste n'avait plus d'importance. Pourtant, elle l'avait reconnue instantanément. Je l'ai invitée. Tu as fait quoi? C'est ma mère biologique. Je sais très bien qui elle est. Ces mots confirmaient bien plus qu'Hélène ne l'aurait voulu. En arrière-plan, mon père lui disait de baisser d'un ton. Une autre voix, calme et professionnelle, leur demandait de s'écarter du bureau d'accueil. Hélène n'en a tenu aucun compte. Tu as organisé cela dans notre dos. J'ai programmé des visites pour mon traitement. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu as fait venir cette femme ici. Vous m'avez dit de ne plus vous appeler vos parents. J'étais en colère. Vous êtes quand même parti. Nous remontons. Non. Ce mot est sorti de ma bouche avant que la peur ne puisse l'adoucir. Un silence a suivi. Tu ne penses pas ce que tu dis, a dit Hélène. Je vous ai retiré de la liste des visiteurs. Son souffle s'est coupé. Tu choisis des inconnus plutôt que nous. Non, j'autorise les personnes qui sont venues me soutenir à entrer dans la pièce après que vous avez choisi d'en sortir. Mon père a pris le combiné. Maya, cela va trop loin. Je suis d'accord. Laisse-nous monter pour que nous puissions en discuter en privé. Vous avez eu cette occasion. Nous ne savions pas que tu avais préparé un guet-apens. Il n'y a aucun guet-apens. Leur visite était prévue pour l'après-midi. Il a baissé la voix. Ta mère est humiliée. J'ai à nouveau regardé la chaise vide.
Je reçois mon dernier traitement de chimiothérapie et la seule chose qui t'inquiète, c'est que maman soit embarrassée. Il n'a rien trouvé à répondre. Un membre du personnel de Riverbank l'a alors informé que mon choix de visiteur serait respecté. Aucune donnée médicale n'a été divulguée. Personne n'a pris parti pour moi. Ils ont simplement fait appliquer la décision que j'avais prise. Mon père m'a demandé si je mesurais la portée de ce que je faisais. Pour une fois, oui. Oui, ai-je dit. Je comprends. J'ai raccroché. Céleste m'a raconté plus tard ce qui s'était passé avant qu'elle ne monte. Hélène et Richard étaient entrés dans le hall alors que Céleste, René et Noah attendaient près de la réception, portant des badges de visiteurs avec mon nom. Céleste a reconnu Hélène d'après une vieille photo d'adoption. Hélène l'a reconnue également. Aucune d'elles n'eut besoin de présentation. Ma mère s'est arrêtée si brusquement que mon père a failli la heurter. Lorsque la réception a informé Céleste qu'elle pouvait monter, Hélène a tenté de la suivre. Le personnel a vérifié la liste mise à jour. Seules les personnes que j'avais autorisées ont été laissées passer. Ce renversement de rapport de force n'est pas venu d'un affrontement entre Céleste et ma mère. Céleste n'a jamais haussé le ton. Il est venu du fait qu'Hélène réalisait que la fille qu'elle venait d'abandonner n'était plus assez isolée pour pouvoir être contrôlée par l'abandon. Quand Céleste est entrée dans la salle de traitement, elle s'est arrêtée près de la porte. René et Noah se tenaient derrière elle. Personne ne s'est précipité vers moi. Personne n'a touché à la chaise vide. Céleste a regardé mon visage et a compris que quelque chose de grave venait de se produire, mais elle n'a pas demandé de précision devant tout le monde. Souhaites-tu toujours que nous soyons là? J'ai hoché la tête. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est approchée. Elle a posé une main sur le dossier de la chaise des visiteurs. Puis-je m'asseoir? Oui. Cette simple question avait plus de poids émotionnel que n'importe quel grand discours. Céleste s'est assise à mes côtés. René a pris la deuxième place disponible, tandis que Noah attendait dehors qu'il se relaie. Pendant plusieurs minutes, nous avons parlé très peu. Le soulagement de les voir n'effaçait pas la douleur de voir mes parents partir. J'étais à la fois reconnaissante et anéantie. Céleste a laissé ces deux sentiments cohabiter. Tu n'as pas à rendre cela plus facile pour nous, a-t-elle dit. Ma mère avait passé des mois à me demander de lui rendre ma maladie plus facile. Céleste ne demandait rien. Quand Noah est entré, il m'a tendu un papier plié. C'était un diplôme maladroitement dessiné me déclarant officiellement libéré de l'emprise des autres sur ma liste de visiteurs. J'ai ri à travers mes larmes. Ce titre est trop long. Je suis encore en train de le peaufiner, a-t-il dit. Cet humour ne banalisait pas ce qui venait de se passer. Il me rappelait que cette journée ne contenait pas seulement de la trahison. Quelques heures plus tard, Tessa a débranché la perfusion terminée et a passé en revue mes consignes de suivi. La cloche d'argent attendait dans le couloir. J'avais imaginé Hélène filmer ce moment et le publier avant même que nous n'atteignions le parking. Au lieu de cela, mon téléphone est resté face cachée dans mon sac. Céleste marchait à mes côtés, mais n'a pris mon bras que lorsque je le lui ai proposé. René et Noah se tenaient à quelques mètres. Tessa et deux autres infirmières s'étaient rassemblées près du comptoir. J'ai fait sonner la cloche. Le son a résonné dans tout le service. Cela ne signifiait pas que toutes les incertitudes médicales étaient levées, des examens et des rendez-vous de contrôle m'attendaient encore. Mais cela signifiait que j'avais terminé le protocole prévu. Cela marquait également la fin d'une chose que je n'avais jamais pensé clore ce jour-là, ces années passées à courir après les gens dès qu'ils utilisaient l'éloignement pour me contrôler. Ensuite, Céleste m'a demandé ce dont j'avais besoin. Pas ce qu'elle pouvait publier, pas l'endroit où elle devait m'emmener, mais simplement ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit que je voulais rentrer chez moi pour me reposer. Elle a commandé de la nourriture, s'est assurée que j'avais de quoi rentrer, et a séjourné dans un hôtel à proximité au lieu de présumer qu'elle s'installerait chez moi. René a pris de mes nouvelles le soir même. Noah m'a envoyé une nouvelle version corrigée de son diplôme. Céleste a écrit un court message, « Je suis là quand tu veux. Repose-toi. » Mes parents adoptifs m'ont envoyé 17 messages. Je n'en ai lu aucun ce soir-là. Le lendemain matin, j'ai ouvert ces messages. La première version d'Hélène était qu'elle avait parlé sous le coup de la fatigue. Sa seconde version prétendait que la présence de Céleste prouvait que j'avais orchestré toute la situation.
Sa troisième version stipulait qu'aucun parent censé ne pouvait garder son calme après avoir découvert une telle trahison. À aucun moment elle n'a reconnu qu'elle m'avait renié en plein milieu d'un traitement. Les messages de Richard étaient plus courts. Il disait que les esprits s'étaient échauffés. Il disait que tout le monde avait commis des erreurs. Il me demandait de l'appeler pour que nous puissions tourner la page. J'ai répondu une seule fois. J'ai expliqué que toute relation future exigeait 3 conditions, une reconnaissance explicite de ce qu'ils avaient fait, le respect de mon droit à fréquenter la famille de Céleste, et un accompagnement thérapeutique avant qu'ils ne retrouvent un droit de regard sur ma vie médicale. Hélène a répondu en quelques minutes. Elle a qualifié ces conditions d'insultantes. Elle a déclaré que des parents ne devraient pas avoir à mériter une place qu'ils avaient déjà fait le sacrifice d'occuper. Cette phrase m'a fait comprendre qu'aucune réconciliation n'était possible pour le moment. Une semaine plus tard, l'agence a débloqué le reste de mon dossier d'adoption. Le fichier contenait des copies des lettres annuelles de Céleste. Certaines étaient de brèves nouvelles. D'autres décrivaient son travail, les évolutions familiales et les données médicales qu'elle souhaitait mettre à ma disposition. Aucune ne demandait mon retour auprès d'elle. Chacune se terminait par une formule similaire, si Maya le demande un jour, elle peut me contacter. C'est alors que j'ai découvert le formulaire soumis quand j'avais 7 ans. Hélène avait demandé à l'agence de cesser de transmettre le courrier personnel de Céleste. Le motif invoqué était que mes interrogations sur ma famille biologique créaient une instabilité émotionnelle au sein du foyer des Brox. Le nom de Richard figurait sous le sien, attestant qu'il avait validé cette demande. Mes parents n'avaient pas simplement cru que Céleste avait disparu. Ils avaient délibérément fermé le canal de communication, puis utilisé ce silence pour prétendre qu'elle ne s'était jamais souciée de moi. J'ai envoyé une copie du formulaire à Richard. Il m'a appelé 1 heure plus tard. Cette fois, j'ai décroché. Il est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Je savais que ta mère leur avait demandé d'arrêter les lettres. Et tu as signé? Oui. Pourquoi? Il m'a répondu qu'Hélène craignait qu'un contact continu m'empêche de m'attacher pleinement à eux. Il s'était convaincu que j'étais trop jeune pour comprendre. Avec le temps, avouer la vérité était devenu plus difficile. Alors vous m'avez laissé croire que j'avais été oublié. Je pensais que nous protégions la famille. Quelle famille? Il n'a pas répondu. Je lui ai demandé si Hélène savait que Céleste continuait à mettre le dossier à jour. Richard a admis que l'agence les en avait informés. Ce décalage n'était plus un simple malentendu. C'était un choix délibéré, répété sur plusieurs décennies. Je suis désolé, a-t-il dit. Ses excuses comptaient parce qu'il ne rejetait pas la faute sur Céleste et ne prétendait pas que le formulaire était faux, mais une parole sincère ne pouvait effacer 31 ans de mensonges ni sa décision de quitter l'hôpital ce jour-là. Je t'entends, ai-je dit. Cela ne signifie pas pour autant que tout redevient normal. Je comprends. Pour la première fois, j'ai pensé qu'il le comprenait réellement. Hélène n'a pas réagi avec la même franchise. Elle a accusé Céleste d'utiliser ma maladie pour me lui voler. Elle a envoyé aux membres de la famille des bribes d'informations tronquées et a présenté les limites que j'imposais comme la preuve que le traitement m'avait rendu instable. J'ai refusé de débattre sur le groupe de discussion de la famille. Je l'ai quitté. Puis, j'ai bloqué le numéro d'Hélène. Il n'y a pas eu de confrontation publique ni de punition spectaculaire. Elle a gardé sa maison, son mariage et cette réputation impeccable qu'elle chérissait tant. Ce qu'elle a perdu, c'est l'accès à ma vie. Et cette conséquence découlait entièrement de ses propres choix. Durant les semaines qui ont suivi, j'ai modifié toutes les dispositions pratiques qui reposaient sur l'idée que mes parents seraient toujours là. J'ai retiré Hélène et Richard de ma fiche de contact d'urgence. J'ai révoqué leur accès au portail patient et remplacé l'ancienne procuration de soins médicaux. Richard m'a envoyé par courrier les documents personnels que j'avais laissés dans leur maison. Il y avait joint une lettre reconnaissant que son silence avait systématiquement protégé Hélène à mes dépens. Il ne me demandait pas de lui pardonner. Je lui ai envoyé une brève réponse confirmant la bonne réception de l'envoi. Ce fut notre seul contact pendant plusieurs mois. La famille de Céleste est restée très délicate. Céleste m'appelait 1 fois par semaine, à moins que je ne demande plus de temps. René m'a invité à un repas de famille, en précisant bien que je pouvais refuser. Noah continuait d'envoyer des messages anodins qui n'avaient aucun lien avec l'adoption ou le cancer. Il n'exigeait pas que je leur manifeste une reconnaissance outrancière.
C'est ainsi que la confiance a commencé à s'installer. Non pas grâce à une simple apparition à l'hôpital, mais par la régularité. Céleste se souvenait de mes rendez-vous de contrôle, mais attendait que je décide si elle devait m'y accompagner ou non. René m'a aidé à mettre en forme l'histoire médicale de notre famille dans un dossier définitif. Noah et moi avons pris l'habitude de nous appeler dès que l'un de nous avait besoin de l'avis d'un frère ou d'une sœur que nous apprenions encore à devenir. J'ai continué mes séances de thérapie, car trouver une nouvelle famille n'effaçait pas la perte de l'ancienne. Certains matins, la voix d'Hélène me manquait, avant que je ne me rappelle ce que cette voix avait prononcé dans la salle de perfusion. Le père que Richard avait parfois semblé capable d'être me manquait aussi. Cette peine ne signifiait pas que mes décisions étaient mauvaises. Elle signifiait seulement que cette relation avait compté. Plusieurs mois après ma dernière perfusion, je suis retourné à Riverbank pour un bilan de contrôle. Les résultats ont révélé une rémission complète, bien qu'un suivi régulier demeure indispensable. Céleste m'accompagnait parce que je le lui avais proposé. Elle est restée assise dans la salle d'attente sans chercher à s'exprimer à ma place ni à consulter mes documents médicaux. René et Noah m'ont envoyé des messages d'encouragement. Richard a écrit un mot respectueux qui n'appelait aucune réponse. Hélène restait bloquée. Au guichet d'accueil, on m'a remis un formulaire de contact d'urgence mis à jour. La première ligne ne portait plus le nom d'Hélène Brox. J'ai inscrit celui de Céleste, après lui avoir demandé au préalable si elle acceptait cette responsabilité. En second contact, j'ai mentionné René. Une fois le formulaire rempli, je me suis assise à côté de Céleste. Il y avait un siège vide de l'autre côté. Des mois auparavant, une chaise vide à l'hôpital m'aurait semblé la preuve que personne ne voulait de moi. Désormais, ce n'était plus qu'un simple meuble. Il ne portait aucun jugement sur ma valeur. Céleste a jeté un regard furtif sur la feuille que je tenais à la main, sans demander ce que j'y avais écrit. Prête, m'a-t-elle demandé lorsque l'infirmière a prononcé mon nom. Je me suis levé. Presque toute ma vie, j'avais cru que la famille était un titre attribué une fois pour toutes et qu'on ne pouvait contester. Hélène m'avait inculqué que je devais lui être éternellement reconnaissante, peu importe comment ce lien était utilisé pour me soumettre. Le cancer a balayé cette croyance. Mes parents adoptifs s'étaient retirés en pensant que leur départ me pousserait à les suivre. Au lieu de cela, ce geste m'a révélé qui était venu sans que j'aie besoin de courir après eux. Je n'ai pas remplacé une famille par une autre. Cet après-midi-là, j'ai changé les règles qui définissaient qui avait le droit de faire partie de ma vie. La biologie ne suffisait plus. Le passé commun ne suffisait plus. Le sacrifice ne suffisait plus. La famille exigeait de la présence, de la vérité, du respect et la liberté de se choisir mutuellement sans crainte. Céleste a attendu que je fasse le premier pas, puis a marché à mes côtés. Et cette fois, je n'avais pas à mériter le droit d'être accompagné.